Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est le début d'une série de rencontres pour aborder les sujets qui feront les ferments du festival Green Horizon. Alors, je suis Louis Barraud, professionnel de la transition écologique sur la partie création de projets et direction éditoriale. Et j'ai le plaisir de collaborer à cette dynamique de festival qui est portée par l'Office du tourisme Calvi-Balagne et appuyée par l'association EMAO et bien sûr tous les acteurs impliqués dans ce processus de construction qui a démarré il y a un peu plus d'1 an. Petit rappel sur le festival, il aura lieu le 20, le 21 et le 22 octobre 2023 à Calvi et dans les villages de la communauté de communes de Calvi-Balagne. Et le but du festival est d'incarner du coup des nouveaux imaginaires pour avancer tous ensemble dans cette transition écologique, celle du territoire, du tourisme et de l'ensemble des activités qui font le territoire, qui font société. Ce sera bien sûr un moment festif et un moment pour se retrouver, échanger, expérimenter avec une journée dédiée aux professionnels et 2 jours pour le grand public qui démarreront le vendredi soir. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le festival sur les réseaux sociaux de Green Horizon et bien sûr sur le site internet qui vient d'être lancé avec les premières informations et notamment le calendrier de webinaire. Donc je redonne l'adresse URL, donc greenhorizon.corsica. Ce webinaire aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de la journée de lancement que nous avons organisée en novembre 2022 et donc qui se poursuit par une série de webinaires organisés en partenariat avec Pioche, qui est le média des nouveaux récits de l'écologie. Donc, il y aura 3 webinaires à l'intention des professionnels, 1 par mois jusqu'à juin, et puis des webinaires sur des sujets grand public. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire et d'accueillir la communauté des spectateurs qui est présente sur les réseaux sociaux et qui pourra poser des questions à nos intervenants à la suite d'une série d'interviews que nous ferons de manière séquencée avec chacun d'entre eux. La thématique du jour, les pros du tourisme préparent l'avenir. Alors, le secteur du tourisme, on le sait, est en pleine transition. Les injonctions écologiques sont de plus en plus pressantes au rythme où les dérèglements climatiques se font de plus en plus visibles. Et les exigences des publics, des voyageurs, des touristes augmentent pour demander plus de durabilité sur toute la chaîne du voyage, ainsi que de nouvelles expériences. Alors, l'idée du webinaire, c'est de se dire quel nouveau récit on peut construire pour faire évoluer les pratiques, les offres, les façons de voyager. Parce que oui, le tourisme a un impact, ça on le sait, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le transport, un impact social aussi, sur poser la question de la durabilité des emplois sur certains territoires, et bien sûr sur la question de la pression sur les écosystèmes et la biodiversité, surtout en Corse où on a une grosse affluence sur très peu de temps, donc il y a aussi ces questions-là. Alors, pour préparer l'avenir, nous avions commencé à tisser des réponses lors de la journée de lancement et nous poursuivons aujourd'hui. Alors, réduire les impacts négatifs, tout le monde est d'accord sur ce point. Mais du coup aussi, c'est d'aller plus loin et de voir comment on peut construire des impacts éventuellement positifs du voyage et comment on peut les mesurer. Alors, tout ça pour dire de ce webinaire, comment, à travers les interventions, on va pouvoir accompagner cette transition du touriste vers ce voyageur conscient, dans ce voyage faisant la part belle à l'échange, la connaissance, celle des paysages, des gens, de la culture, un voyage qui peut nous entraîner vers une densification des relations, se préoccuper des lieux, et puis peut-être le Graal, un voyage qui participe par ses actions à la régénération d'un environnement, d'une société, d'un paysage, etc. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons 4 personnes qui sont à mes côtés. Donc je vais les présenter et puis on va discuter avec chacune d'entre elles pour voir quelles sont les initiatives qui sont faites à la fois à l'échelle des territoires et à la fois de manière plus globale et plus macro.
Donc, on a le plaisir de recevoir donc Caroline Mignon, qui est présidente de l'association Acteurs du tourisme durable. Bonjour. Nous avons, bonjour Caroline. Nous avons Marine Guglielmacci, qui est directrice de l'hôtel Le Saint-Terrace Macalvi et présidente de la démarche Respect. On en parlera. Bonjour à tous. Nous sommes avec Jean-Louis Moretti, qui est responsable du pôle ingénierie et développement de l'Agence du tourisme de la Corse. Bonjour. Bonjour Jean-Louis. Et puis Jean-Marie Hébert, directeur du fonds de dotation Essentiel dédié au tourisme bienveillant. Bonjour Jean-Marie. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, je vous propose, sur les petites règles du jeu du webinaire, donc l'idée c'est d'avoir une dizaine de minutes d'échange avec chacun de nos intervenants et puis nous prendrons les questions de la communauté et puis on ouvrira le débat aussi entre nous. Donc, n'hésitez pas à poser au fur et à mesure les questions ou vos remarques dans le chat ou sur les différents modules de commentaires. Alors, je vous propose de commencer avec Caroline Mignon, voilà, pour aborder les enjeux d'un tourisme durable, voilà, à l'échelle des territoires, et puis illustrer ça par des initiatives que vous menez et qui sont exemplaires. Alors, peut-être, moi, ma première question, c'est nous faire peut-être un petit rappel de ce qu'est Acteurs du tourisme durable, aussi connu sous l'acronyme d'ATD, et peut-être les principales missions de cette organisation. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, Acteurs du tourisme durable, c'est une association, loi 1901, qui a été créée en 2011 et qui existe dans sa forme actuelle depuis 2014. Les principales missions d'acteurs du tourisme durable, en fait, elles sont simples, comme souvent les réseaux associatifs. Tout d'abord, c'est de fédérer et d'animer la communauté des professionnels du tourisme. Notre originalité, c'est qu'on intègre, on n'est pas un syndicat métier ou une filière métier, on intègre tous les métiers du tourisme et tous les types de statuts. C'est-à-dire qu'on va avoir des destinations, des socioprofessionnels, donc des réceptifs, hébergeurs, sites de visite, sites de loisirs, sites culturels. On va avoir des réseaux, comme le réseau des grands sites de France, par exemple. On va avoir tout un groupe de voyagistes, qui travaillent sur le voyage à l'international. Et puis, on a un autre collège qui est le collège des formations, consultants et médias. Donc, en fait, on regroupe l'ensemble des acteurs qui sont engagés en matière de durabilité dans le tourisme, quel que soit leur statut, quelle que soit leur taille aussi, et quelle que soit leur mission. Ça peut être des organismes à but non lucratif ou des organismes commerciaux. Donc, notre première mission, c'est de fédérer tout ce monde-là. Pour le fédérer, on organise, entre autres, et on anime des événements. On a notamment les universités du tourisme durable qui se tiennent chaque année dans une région différente. Donc là, en 2023, ce sera aussi en octobre, ce sera en septembre cette année. Fin septembre à Aix-les-Bains. C'est une opération à laquelle on convie, on accueille à peu près 500 personnes maintenant chaque année. Donc, c'est un temps à la fois qui est fait pour nourrir les uns et les autres de réflexion, d'alimenter un peu les réflexions et les projets qu'ils mènent. On essaye de faire venir des gens qui vont interroger, qui vont nous bousculer parfois aussi. Et puis, c'est un temps où on va beaucoup échanger entre nous. Donc, on a pas mal de networking, de temps d'échange, faire connaissance, créer des partenariats les uns avec les autres et se rencontrer d'une région à l'autre. Donc ça, c'est la première grosse mission, de fédérer, d'animer. Alors, on a d'autres événements comme par exemple, on a des webcafés sur des thématiques qui sont destinés aux professionnels qui s'intéressent à la thématique en question. Voilà, on a d'autres types d'événements. De plus en plus, depuis quelques années, on a aussi une mission de production d'expertise. On a créé en 2020 un livre blanc tourisme et climat. On a travaillé l'année dernière sur un guide des labels du tourisme durable, des labels et des démarches de certification.
On a également mené un travail sur les indicateurs du tourisme durable. On a été partie prenante aussi d'un groupe de travail, d'un comité filière sur le tourisme durable avec l'ADEME et les ministères de la transition écologique et alors à l'époque, c'était le ministère des Affaires étrangères dont dépendait le tourisme. Maintenant, le tourisme dépend de Bercy. Donc voilà, on produit de l'expertise de plus en plus et c'est une attente de nos membres qu'on a interrogé l'année dernière sur leurs attentes. Et c'est une attente de leur part que d'être nourris de cette expertise-là. Et enfin, la mission qui reste la mission, je dirais, principale d'acteurs du tourisme durable, c'est d'influencer. C'est de porter un plaidoyer, c'est d'alerter sur les enjeux, c'est de représenter le monde du tourisme durable dans ce monde global du tourisme et vraiment de faire progresser, d'être là pour accompagner, faire progresser les acteurs dans cette direction-là. Donc aujourd'hui, acteurs du tourisme durable, c'est à peu près 260 membres. Alors, je n'ai pas les chiffres complètement à jour. On a eu une explosion en fait ces 2-3 dernières années. Donc, on doit être à peu près à 260 membres cette année, et donc ils se répartissent dans les 4 collèges que j'ai cités précédemment. Et alors, du coup, tout naturellement, vous avez parlé des enjeux que vous adressez. Quels sont-ils? Je crois qu'ils sont au nombre de 3 pour en fait, définir un peu globalement ce que vous mettez sous la bannière tourisme durable. Alors, le tourisme durable, c'est pas une niche. On a souvent parlé du tourisme durable un peu comme d'une niche à côté d'autres formes de tourisme, en fait. Le tourisme durable, on parle plus souvent, nous, de développement durable du tourisme. Donc, l'objet, c'est vraiment d'embarquer tous les acteurs du tourisme dans leur transition vers une durabilité, parce qu'on part de l'idée que si on n'est pas responsable vis-à-vis des enjeux climatiques et sociaux actuels, ça reviendrait à dire dans notre secteur qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. Notre matière première, c'est les paysages, c'est les cultures. Donc, on est les premiers à devoir protéger ça, préserver ça, l'impacter le moins possible, le régénérer peut-être. Il y a des discours comme ça sur le tourisme régénératif. Je ne vois pas encore beaucoup de pratiques qui vont dans ce sens-là, mais au moins minimiser l'impact. Donc, en fait, nous, en responsabilité, on imagine avoir 3 enjeux majeurs qui convergent tous vers l'idée qu'il faut repenser la modélisation de l'activité touristique dans sa globalité. Et ces enjeux, ce serait de réduire l'impact climatique, vous l'avez dit, donc un gros travail sur la décarbonation de notre activité. Je rappelle ici que le tourisme pèse pour 11% des émissions de gaz à effet de serre en France et c'est à peu près les mêmes chiffres au niveau mondial. Donc, c'est lourd comme activité sur les émissions de gaz à effet de serre. Limiter l'empreinte environnementale, vous l'avez dit, Louise, c'est-à-dire limiter l'emprise sur les sols et les paysages, l'emprise de notre activité là-dessus. Limiter la consommation de ressources naturelles comme l'eau, notamment, qui est un vrai sujet depuis longtemps. On en parle beaucoup depuis l'été dernier et les sécheresses qu'on a pu avoir en France. C'est un sujet qui est très prégnant dans d'autres pays où la ressource en eau est limitée et où le tourisme pompe souvent une grosse partie de cette ressource-là au détriment des habitants du pays. Donc ça, je pense que c'est plus possible aujourd'hui dans un tourisme qui doit être acceptable par tous. On a cette nécessité de se poser ces questions-là. Et puis, probablement qu'on a là une action régénérative à avoir sur la biodiversité. On est un secteur où on travaille beaucoup avec les espaces naturels, sensibles ou pas d'ailleurs. Donc, je pense qu'en tant que professionnel responsable, on doit pouvoir agir pour préserver la biodiversité, voire même régénérer des écosystèmes sur nos sites. Donc ça, c'est le deuxième enjeu sur l'empreinte environnementale. Et le troisième enjeu, vous l'avez dit aussi, c'est d'améliorer l'impact social du tourisme. Je ne l'oublie pas. Le pilier social est tout aussi important dans le développement durable que le pilier économique et environnemental. Améliorer l'impact social, c'est poursuivre le développement d'un tourisme accessible à tous, donc quels que soient les publics, que ce soit les enfants, les seniors, les personnes souffrant d'un handicap, etc. Donc les personnes aussi qui sont économiquement plus défavorisées. Donc c'est vraiment de poursuivre ce travail-là et d'améliorer l'impact social en interne, je dirais, du secteur, c'est-à-dire sur les emplois, améliorer les conditions de travail. On voit qu'il y a un vrai enjeu sur le recrutement
là je le vois beaucoup dans ma région, mais c'est partout, sur le recrutement des personnels, notamment pour la saison dans le tourisme, et encore plus, je pense que Marine pourra le dire, mais encore plus dans l'hôtellerie, la restauration, améliorer les conditions de travail. Et puis nous, en tant que, alors là c'est plus avec les destinations qu'on travaille là-dessus, c'est vraiment de repenser la gestion des flux sur un niveau spatial pour permettre à tous les territoires de bénéficier du tourisme et du coup désengorger certains autres territoires, donc améliorer la qualité de vie des habitants du dit territoire. Donc une gestion spatiale des flux et une gestion temporelle. Donc c'est à nous aussi de travailler sur l'allongement des saisons, peut-être de travailler sur les vacances scolaires, etc., pour pouvoir allonger les saisons, désaisonnaliser au maximum le tourisme pour permettre de créer des emplois qui soient pérennes et qui soient sur toute l'année ou sur une période plus longue qu'une saison. Donc d'enlever cette précarité et d'agir sur la précarité de l'emploi dans le tourisme. Donc voilà, ces trois enjeux-là, réduire l'impact climatique, limiter l'empreinte environnementale et maximiser l'impact social, c'est je dirais les trois gros enjeux sur lesquels Acteurs du tourisme durable appuie son action et notamment son action d'influence. Du coup, j'ai une troisième question pour aller plus loin, parce que là, c'est vrai que le Green Horizon aura lieu sur une île, à Calvi, en Corse. Et donc, quel est votre retour d'expérience justement sur ces questions de durabilité du tourisme par rapport à une île? Parce que c'est vrai que nous, sur la question du tourisme, on est très rapidement impacté par la question du transport. Et du coup, comment on peut se projeter? Voilà, quelles sont les pistes pour faire évoluer la destination et aller plus loin sur les îles? Bon, les pistes, je vais probablement pas vous apprendre grand-chose. Je pense que tous les professionnels en Corse y ont déjà bien réfléchi. C'est la même chose que ce qu'on dit sur le tourisme international, je dirais. Moi, j'ai été pendant 7 ans directrice de l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, qui intervient beaucoup dans les pays lointains. Moins mais mieux. C'est-à-dire essayer d'agir sur la durée de séjour, que les gens restent plus longtemps. Pas chercher le volume, mais plus chercher cette qualité à la fois dans ce que les gens vont consommer comme activité sur place et dans la durée de leur séjour. Forcément, agir sur l'ensemble des sites, que ce soit les hébergements, mais aussi les sites de loisirs, les activités de loisirs et la protection des sites naturels sur l'île. Voilà, donc je dirais, bon, ça, je vais pas comment dire ça, inventer des choses. Aujourd'hui, les îles, c'est un vrai sujet. Nous, on vient d'accueillir Acteurs du tourisme durable l'année dernière une représentante de l'île de la Réunion dans notre conseil d'administration, justement pour aussi avoir cet angle de vue qu'on avait moins jusqu'à maintenant. Ce qu'on sait, c'est que ne pas prendre en compte ces enjeux-là, notamment sur des îles, et une île comme la Corse qui souffre de surfréquentation à certains moments de l'année. Il y en a d'autres. En Bretagne, c'est pareil. Il y a des îles bretonnes qui souffrent aussi de cette surfréquentation. Je pense que si on ne prend pas en compte, si on n'anticipe pas ces questions-là, les arrêtés locaux et la législation le fera pour nous, en tant qu'acteurs du tourisme, en imposant, c'est ce qu'on disait quand on préparait ce tour de table, en imposant des décisions plus coercitives, comme il y a eu, alors c'est pas une île, mais comme on a eu sur une des calanques à Marseille cette année, où on a limité l'accès. On a limité l'accès à un nombre restreint de personnes. Donc, c'est pas impossible que sur certaines îles bretonnes, ce soit le cas cet été aussi. Parce que finalement, on se rend compte que c'est ce qui marche si on veut vraiment préserver notre environnement, préserver la qualité de vie des habitants et les espaces naturels. Donc, si on veut éviter ça, je pense que c'est à nous, professionnels du tourisme, de vraiment prendre le taureau par les cornes et de prendre des décisions qui vont pas forcément plaire à tout le monde. Je ne vais pas vous dire qu'on pourra maintenir le niveau, le volume de touristes accueillis. On ne pourra pas le maintenir, même en faisant tous les efforts qu'on peut faire. Il faut pouvoir le répartir sur une plus grande période et avoir une pression moins forte à certaines périodes sur certains lieux. C'est important pour maintenir un équilibre. Ouais. Merci Caroline.
je vais me tourner vers Jean-Louis Moretti, voilà, parce qu'on a fait l'introduction sur ces sujets iliens, on va dire. Donc, vous travaillez pour l'Agence du tourisme de la Corse. Et quand on préparait cet échange, vous me disiez que vous, votre rôle en tant qu'agence et en tant que professionnel, c'est d'améliorer le tourisme sur tous les aspects. Et que la transition écologique, c'est pas juste on fait de l'écologie, c'est sur tous les secteurs de la chaîne de valeur du tourisme, et que c'est le dénominateur commun des actions et des feuilles de route que vous mettez en place. Alors peut-être en introduction, c'est de nous dire voilà, quels sont les grands axes sur lesquels vous travaillez pour la Corse et améliorer cette chaîne de valeur. Les grands axes et les objectifs, ils sont écrits officiellement, ça n'a pas toujours été le cas, depuis octobre 2015, dans un document qui est notre loi, c'est le PADUC, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Ça n'a pas toujours été le cas parce que la Corse est une collectivité à statut particulier depuis 1982. Ce statut a évolué. 10 ans plus tard, en 92, le statut de la Corse indique déjà la nécessité de se doter d'un plan d'aménagement. À l'époque, on ne mettait pas forcément en avant le côté durable. Bon, il est devenu durable à partir de, je le disais, d'octobre 2015, et il y a une spécificité qui concerne le tourisme, c'est que, bien entendu, que le plan, notamment à travers son PADD, contient un volet tourisme. D'ailleurs, le volet tourisme est intitulé de façon assez synthétique et claire sur les objectifs et la stratégie, établir un tourisme durable, fondé sur l'identité, largement réparti sur l'année et sur les territoires. Durable, identité, répartie sur l'année et sur les territoires. Ça, c'est la feuille de route qu'on trouve dans le plan d'aménagement et de développement durable. Et ensuite, cette idée-là, elle est déclinée, c'est ce qui fait un peu l'originalité du plan à travers le tourisme, puisqu'il est décliné à travers un schéma. Il y a un schéma d'orientation et de développement du tourisme. Et ce schéma, comme tous les schémas, rentre dans le détail, à la fois spatial et puisque bon, il y a une abondante cartographie qui traduit les objectifs, et dans le détail technique, puisqu'il y a une série de fiches techniques sur les objectifs à atteindre. Bon, tout ça pour vous dire qu'on a un cadre, il existe, il est officiel, et on essaye de l'appliquer au quotidien en tant qu'agence du tourisme, qui est une structure sui generis dans l'ensemble français. Nous ne sommes pas un CRT, nous sommes un établissement public de la collectivité de Corse, en charge essentiellement statutairement de deux choses. C'est ce qu'on évoquait lors de notre entretien, améliorer l'offre touristique et la promouvoir. Faire en sorte que cette offre progresse en qualité et faire connaître cette offre sur les marchés. Oui, effectivement, vous disiez au sujet du développement durable et des stratégies publiques, le développement durable c'est moi qui vous disais ça, le développement durable n'est pas une stratégie. Il est le dénominateur commun de toutes les stratégies. C'est différent. Il a pu être une stratégie à un moment donné quand cette idée montait en puissance et se démocratisait. Aujourd'hui, on en est au stade où c'est le fondement des stratégies. Voilà. Donc, l'amélioration de l'offre, évidemment, est empreinte de transition écologique, quelle que soit
quel que soit le volet de cette amélioration de l'offre. On pourra sans doute y revenir à travers... J'écoutais Madame Mignon tout à l'heure qui disait qu'ils avaient entamé une mission sur tout ce qui est certification. Nous, on pousse énormément à la certification à travers, par exemple, l'écolabel européen. Ça, c'est pour l'hébergement, mais pas seulement. Il y a, par exemple, la labellisation port propre et port propre actif en biodiversité pour les ports de plaisance, etc. Et d'autres actions. Mais l'amélioration de l'offre, et pour revenir aussi à ce qu'a dit Madame Mignon tout à l'heure, l'amélioration de l'offre, c'est son amélioration qualitative globale. Parce qu'elle disait que, quand vous le posiez la question des phénomènes de congestion temporaire de l'activité touristique, elle disait justement qu'il fallait repenser l'offre et la demande de manière à ce que la demande s'étale mieux dans le temps et, chose extraordinairement compliquée, faire en sorte que les durées de séjour s'allongent. On comprend que c'est pour amoindrir l'impact carbone des déplacements, bien sûr. Mais bon, c'est pas gagné de faire en sorte qu'une durée de séjour moyenne qui aujourd'hui est entre 7,5 et 8 jours gagne 1, 2, 3, 4 jours. Donc ça, s'il n'y a pas un travail en profondeur sur l'offre et sur tous les aspects qualitatifs de l'offre, évidemment, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça fait partie aussi de nos attributions et de nos objectifs. Et je crois que vous travaillez aussi sur l'évolution des mobilités en local. Et un des exemples sur lequel j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots, c'est la GT20 qui est cette route pour les cyclistes qui traversent la Corse. Oui, autant pour parler un langage un peu technocratique, autant les externalités négatives du transport nous échappent un peu, hein, parce que améliorer les cars-ferries et les avions qui desservent une île, ça échappe un peu à une agence comme la nôtre. Autant les mobilités internes, nous avons quand même beaucoup plus la main. Et ça fait partie des domaines sur lesquels nous nous sommes investis. Par exemple, vous évoquiez à l'instant, nous avons créé un itinéraire cyclable sur 600 km qui permet de découvrir la Corse du nord au sud, avec une porte d'entrée à Bastia et un terminus, ou vice-versa d'ailleurs, à Bonifacio, en passant par l'intérieur, puisque l'objectif, c'est à la fois d'utiliser un mode de déplacement doux et d'amener des clientèles sur des espaces géographiques qui sont aujourd'hui très peu fréquentés. Voilà, donc ça c'est un travail qui est en cours, il est récent, l'itinéraire a été balisé il y a 1 an et demi, et nous avons tout un plan d'action pour le développer sur le court et le moyen terme. Eh bien, écoutez, merci de ces éléments. On va avancer, on va aller avec Marine, donc à Calvi, à l'hôtel Saint-Terrasse, parce que M. Moretti vous avait parlé justement que vous travaillez sur l'accompagnement des hébergeurs avec l'écolabel européen. Donc Marine, vous êtes propriétaire donc, de l'hôtel Saint-Terrasse-Macalvier, donc président de l'association Respect. On parlera de ces 2 éléments. L'hôtel aujourd'hui est donc label clé verte et en cours de labellisation sur cet écolabel européen. Mais peut-être avant de rentrer dans les détails, vous me disiez que vous, c'est un hôtel de famille, vous avez toujours été de longue date engagé sur ces sujets environnementaux. Peut-être un rapide historique de vos engagements pour une hôtellerie durable? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, donc c'est un hôtel familial qui date des années 70.
Effectivement, nous, on fait partie, enfin, je fais partie du projet Respect et j'en suis la présidente depuis 2021, mais donc je fais partie de Rispeto depuis 2018. Mais on avait déjà un engagement environnemental assez important à l'hôtel. On avait fait déjà pas mal de rénovation depuis plusieurs années, avec les panneaux solaires depuis déjà une vingtaine d'années, des détecteurs aux fenêtres depuis une quinzaine d'années, donc pour toute la régulation des climatisations. Donc voilà, c'était déjà quelque chose qui était ancré. Et lors de mon passage au salon de l'hôtellerie à Ajaccio, quand j'ai rencontré le stand Rispe, tout ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans cet engagement. Et depuis, voilà, c'est quelque chose qui, c'est toute une organisation qui a été un peu chamboulée à l'hôtel, des petites choses qui ont été mises en place, grâce à des outils qui nous ont été donnés dans ce projet, mais qui, maintenant font partie, on va dire de l'organisation de l'hôtel, et j'en vois les bénéfices. J'en vois aussi les bénéfices pour mes salariés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en plus, maintenant, démocratisé de plus en plus, et c'est tout à fait normal qu'on adhère de plus en plus à cette démarche. Vous me parliez de Respect, tout comme, peut-être pour la présenter plus en détail, c'est une initiative de territoire avec des professionnels de l'hôtellerie. Oui. Et vous disiez que c'est des formations, des moments d'échange pour progresser en commun et être en avance d'une certaine manière, et aussi une façon de faciliter l'obtention des labels. Donc, c'est comme une démarche de progrès d'une certaine manière. Voilà, alors c'est déjà une démarche volontaire, donc effectivement, on peut adhérer à Respect. On va dire, c'est un regroupement d'hôteliers. On est à peu près plus d'une quarantaine d'hôteliers actuellement en Corse. C'est un programme qui a commencé aux alentours de 2016, donc c'est un projet qui a été porté par l'UMI, soutenu par la CCI. Il a été nommé projet exemplaire à l'UMI national. Donc voilà, c'est quelque chose qui est maintenant assez bien, on va dire, assis. Et effectivement, c'est un regroupement d'hôteliers où on échange sur nos différents indicateurs. Donc on fait des formations avec des outils qui sont utilisés aussi après par les différents labels, que ce soit Clé Verte ou l'écolabel européen. Donc ça nous facilite aussi le travail en amont, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être des choses qui paraissent lourdes pour les hôteliers. Donc c'est des indicateurs, des recherches qui sont assez importantes, et au moins ça permet de nous préparer à, à ce qui est demandé par les différents labels ou par l'étiquette environnementale qui, de toute manière, va être obligatoire d'ici 2026. Donc le secteur de l'hôtellerie sera obligé donc de pouvoir afficher son impact environnemental d'une nuitée, donc pour le séjour d'un client. Et nous, c'est vrai que ça nous a permis voilà, d'avoir une avance là-dessus, et aussi d'échanger avec nos confrères, de pouvoir aussi avoir un poids sur les fournisseurs, de pouvoir, on va dire, revoir un petit peu les tarifications, les produits qui nous sont proposés, améliorer le circuit court, voilà, de se donner un petit peu les astuces, les produits qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment un tout. Oui, vous utilisiez le mot cohérence aussi globale sur toutes les activités de l'hôtel. Et peut-être, donc, moi, ce que j'ai compris de nos échanges en amont, c'est qu'avec cette démarche Respect, avec les démarches d'écolabel, etc., c'est aussi une façon d'en tirer un intérêt écologique, bien sûr, et aussi économique, parce que être plus frugal sur certaines choses, etc. Comme disait tout à l'heure Madame Mignon, effectivement, c'est à la fois, il y a trois aspects, c'est le côté écologique, le côté économique et le côté social. Effectivement, ces trois vont de pair, sont ensemble. Et nous, maintenant, l'hôtellerie évolue vers quelque chose où on veut maintenant donner une expérience au client. On veut que son séjour ait du sens.
Et effectivement, le fait de pouvoir proposer un établissement qui associe tous ces aspects-là, par exemple, nous, à l'hôtel, au niveau du petit déjeuner, on a fait le choix de faire un petit déjeuner éco-conçu, éco-responsable, pas forcément sous forme de buffet, mais plutôt servi à table pour déjà éviter le gaspillage, avec des produits bio, locaux, faits maison. On veut que justement les produits qu'ils puissent découvrir à l'hôtel, ben, éventuellement, qui proviennent de la région, éventuellement, qui puissent faire des activités en dehors de l'hôtel, en rendant visite aux différents producteurs, à nos différents, aux artisans qui nous fournissent ces produits. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir donner un sens au séjour du client et bah, faire travailler l'économie locale, vraiment donner une expérience. Oui, vous parliez de pas cette nouvelle relation, mais c'est une évolution de l'établissement dans son territoire, en fait, qu'il est inclus. C'est pas Voilà, c'est juste. ça. Ouais. C'est pas uniquement de l'hébergement, c'est vraiment essayer maintenant que quand le client arrive dans notre établissement, que nous aussi on puisse lui faire découvrir notre territoire, qu'on soit un petit peu le pilier central, on va dire, et que on le fasse rayonner dans le territoire, que ça soit au niveau de la gastronomie, au niveau de la culture, que vraiment il puisse bénéficier de choses qu'il n'a pas chez lui, lui faire découvrir des nouveaux produits. Donc, on essaye vraiment de faire appel à des produits locaux. C'est vraiment toute une organisation. On s'aperçoit aussi que c'est pas forcément plus cher parce que ben, maintenant, on arrive justement avec ce réseau à pouvoir intéresser davantage de producteurs et d'artisans. Les outils en fait qu'on a mis en place avec Rispé et tout, et avec les différents labels, nous ont permis aussi d'optimiser un petit peu de connaître notre établissement et d'optimiser notre établissement. C'est-à-dire que nous faisons un travail sur les différents indicateurs, que ce soit l'énergie, l'eau, enfin sur tous les postes de l'hôtel, et on s'aperçoit que des fois nous avons des dépenses qui sont très importantes dans des postes qui ne sont pas forcément nécessaires, et donc le fait de faire attention, d'avoir ces chiffres nous permet de réorganiser notre gestion de l'hôtel, de faire des économies, et des économies qui sont réutilisées dans d'autres postes. Par exemple, nous avons fait beaucoup de travail sur notre blanchisserie, donc nous nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup de gaspillage et beaucoup d'utilisation de linge qui ne correspondait pas à la réalité des clients qui étaient à l'hôtel. Bah, à la fin de la saison, on s'est aperçu qu'on avait fait des économies qui nous permettaient éventuellement de promouvoir des produits locaux plutôt que des produits de la grande distribution. Enfin, voilà, c'est vraiment de réinjecter ces économies qu'on a pu faire sur certains postes sur des produits de meilleure qualité ou issus du circuit court. C'est toute une grande boucle vertueuse. C'est ça. Voilà. Eh ben, on va continuer notre discussion avec Jean-Marie Hébert, donc directeur du fonds de dotation Essentiel, qui est une émanation, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, enfin, en tout cas qui a été incubée par l'agence du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur les fondements de la création de cet outil au service d'un tourisme bienveillant. Ok, merci Louis. Oui, alors c'est pas tout à fait une émanation parce que justement dès le départ l'idée c'était d'en faire un objet collectif et que même si c'était l'agence, ce qu'on appelle un CRT, le CRT Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui avait travaillé sur le sujet, ça parte tout de suite avec une dizaine de structures pour témoigner du fait que c'était une solution collective qui pouvait être appréhendée par des acteurs très différents. Juste un micro retour en arrière, mais finalement ce qui a été présenté sur le tourisme durable, je vais faire très court. On était parti d'une logique et on avait écrit un manifeste du tourisme bienveillant il y a 5 ans. C'était le directeur général de l'agence, Lionel Flasseur, qui par ailleurs est notre président chez Essentiel,
qui avait travaillé là-dessus. Et je développe pas parce que tout ce qui a été dit sur les visées prioritaires, les 3 visées de Caroline, les actions à RSE qui ont été développées par Marine, le fait que ce soit quelque chose de presque transversal, ou en tout cas le socle de toutes les actions, comme évoqué par Jean-Louis. Bon voilà, cette réalité, on est en plein dedans, et on est parti avec l'idée, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce tourisme bienveillant, durable, responsable? On peut faire des actions qui sont d'ordre économique ou de professionnalisation des acteurs. Donc ça, c'est plutôt l'agence, en effet, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui travaille là-dessus, et puis qui peut aussi présenter des nouveaux produits, comme Partir ici. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un volet qui n'avait pas été développé par les acteurs du tourisme, qui est l'intérêt général, ce qu'on appelle le mécénat en France, qui a souvent été travaillé dans d'autres dimensions, mais qui n'avait pas été appréhendé par les acteurs, ou en tout cas pas beaucoup. Donc, on s'est dit, là, il y a un chemin. On peut certainement, avec la filière, témoigner justement à la fois de la prise de conscience et de l'envie de bien faire des acteurs de la filière, au bénéfice de la filière. Et pour ça, l'outil en mécénat, c'est-à-dire faire appel à la générosité des acteurs privés pour réaliser des opérations, alors avec un cadre juridique qui évidemment existe et qui est un peu notre règle d'or, mais on peut s'engager dans cette voie et faire des choses qui n'ont pas été réalisées. Et c'est comme ça qu'on est parti. Le fonds a été créé à l'été 2020, donc août 2020. Donc on a 2 ans et demi, presque 3 ans donc cet été. On est parti à une dizaine de structures très différentes, avec Club Med, mais aussi VVF. Donc vous voyez un peu des acteurs qui ne parlent pas forcément au même public et qui ne font pas tout à fait les mêmes métiers. On a Vacances-Éole, on a Domaine Skiable de France, on a un autre CRT qui est le CRT Occitanie, donc qui témoigne aussi du fait que le principe même de cette action, c'est qu'on peut la mener sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, mais objectivement, dans les statuts, on a déposé le fait qu'on s'adressait à l'ensemble des initiatives qui pouvaient être portées partout en France. Donc, on est depuis largement sorti de ce cadre de fonctionnement, quoi. Et du coup, donc, le fonds de dotation, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'initiatives que vous financez, qui sont au bénéfice de l'intérêt général, je le rappelle. Donc, c'est des structures plutôt associatives, etc. Mais du coup, nous donner des exemples de fonctionnement. Oui, tout à fait. Donc, le principe, c'est en effet des objets qui sont pilotés par des structures qui n'ont pas vocation à être dans une logique intéressée. Donc, c'est à but non lucratif et auprès d'un public le plus large possible. Une fois qu'on est dans cette logique-là, il y a des actions que mène Essentiem en propre, ce qu'on appelle le rôle de promoteur, et on est plutôt parti sur des actions qu'on appelle le tourisme pour tous. Donc, le troisième point qu'avait évoqué Caroline, c'est-à-dire comment on peut se saisir d'une réalité qui est qu'à peu près un tiers des Français ne partent pas en vacances chaque année, et honnêtement, la plupart contraints par des raisons socio-économiques. Il y en a quelques-uns qui font le choix d'eux, mais il y en a beaucoup qui n'ont tout simplement pas les moyens et les outils pour partir. Donc, ça nous a semblé une cause assez forte et qui a fait audience au sein de notre gouvernance. Donc là, on fait des actions avec Vacances Ouvertes, avec l'Agence nationale du chèque vacances, avec France Montagne, où on fait en sorte, avec des dons en numéraire et des stocks de nuitées et d'hébergement, de faire partir soit des publics jeunes, soit des familles empêchées, et de grossir finalement la maille de ces publics qui n'ont pas l'habitude de partir. Donc ça, c'est une première action. Comme on le fait sur des fonds privés, je le souligne tout de suite, on essaye de le faire avec les grands acteurs qui existent déjà dans la sphère publique ou semi-publique, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas là pour réinventer les choses. L'idée, c'est d'avoir encore plus de moyens. Ce n'est pas du tout de se mettre en tension avec ce que peuvent faire l'État, les CAF, les collectivités, mais en complément, d'apporter un petit peu plus de moyens. Ça, c'est le premier type d'action. Et le deuxième, peut-être, qui est plus celui qui vous intéresse, oui, c'est celui où on est un fonds qui héberge des porteurs de cause. C'est-à-dire que, un peu comme la Fondation de France ou la Fondation du patrimoine dans leur métier, dans leur filière, on propose à des acteurs des territoires qui peuvent être très différents. Ça peut être une agence d'attractivité, ça peut être un OT, ça peut être un syndicat professionnel, ça peut être une association, évidemment. Ces acteurs qui ont une initiative en local,
qui savent comment la piloter, c'est-à-dire qu'ils ont un projet très bien dessiné, une équipe en local qui est archi motivée la plupart du temps, et un écosystème de mécènes potentiels souvent au départ, puisqu'ils ne l'ont pas testé, ils n'ont pas été au contact, mais ils ont finalement ces 3 éléments qui font qu'ils peuvent avancer vite, et donc ils viennent s'héberger chez nous. On fait une convention, on ne crée pas de nouvelles personnalités juridiques, c'est Essentiem qui reste responsable devant les autorités de contrôle, mais en revanche, eux, ça leur permet de faire l'économie, de créer la structure, d'avoir un juriste, d'avoir le suivi des comptes au niveau analytique. Tout ça, on le fait pour eux, une sorte de boîte à outils, et eux restent en première ligne, et souvent, nous, on est en marque blanche quasiment, ils restent en première ligne de leur projet. Donc, par exemple, on a une grosse action avec l'agence d'attractivité Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes, qui a démarré il y a 2 ans, presque très, très vite. Et ils ont créé un premier cercle de fondateurs et ils sont beaucoup sur des activités qui sont tourisme social, mais pas sur le même mode, pas forcément faire partir en vacances, plutôt rendre possible sur le territoire des expériences. Et puis, ils sont aussi pas mal aussi sur le volet environnemental. Et ils font un peu de patrimoine. Ils ont un budget qui est de l'ordre de 120 000, 130 000 euros par an qu'ils ont collecté et qui consomment avec les différentes associations qui viennent réaliser les projets qu'ils ont menés. Soit c'est des associations qui trouvent sur le territoire de manière un peu émergente, soit cette année, ils viennent de faire un appel à projet et ils ont identifié 6 projets très précis. Par exemple, quelque chose de très différent, avec l'ADT de la Somme, on a un travail sur le tourisme de mémoire, puisque c'est un département qui a été beaucoup traversé par les 2 grandes guerres mondiales, donc ils ont beaucoup souffert, il y a eu de la reconstruction, et ils veulent, à l'occasion de la visite des 250-350 000 anglo-saxons qui viennent chaque année sur leur territoire, proposer de la philanthropie et de la générosité pour tout simplement une logique qui est de se souvenir pour agir, c'est-à-dire qu'avec les fonds collectés auprès de ces publics qui sont visiteurs de leur département, mais aussi d'entreprises locales, ils font tout simplement un don à une grande association qui s'appelle Handicap International et qui va mener en leur nom des actions, par exemple, de déminage ou de reconstruction d'infrastructures de base sur des pays qui viennent juste de sortir de conflits. Donc, en fait, c'est utiliser leur tourisme mémoriel et ce qui fait la réalité de la fréquentation de la Somme au bénéfice d'autres territoires. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. On a une opération avec Domaine Skiable de France qui s'appelle Génération Montagne, où là aussi, il s'agit sur leur territoire, donc de manière très ancrée, d'essayer de faire en sorte d'accueillir et d'inclure plus les acteurs, soit les acteurs professionnels, mais par définition, il ne faut pas parler qu'à soi-même, soit tout simplement sensibiliser à la fréquentation de la montagne, à la fréquentation des sports de glisse, et le faire auprès de publics, là encore, empêchés. Donc, on a des logiques d'action qui peuvent être très différentes. Honnêtement, c'est même assez étonnant ce qu'on nous propose, quoi. Donc là, il y a de quoi faire. Et je crois que vous pouvez aussi aller sur des thématiques du style tourisme écologique, agroforestier, scientifique, etc. Exactement. Voilà. Par exemple, on travaille avec le cluster Outdoor Sport Valley, qui, pour Auvergne Tourisme, est une industrie assez forte des équipementiers de la pratique outdoor. Et ils mettent en place cette année, par exemple, un programme. Alors, il existait, mais ils ont envie de refaire un temps 1 ou temps 0, c'est-à-dire de redonner du sens à leur opération. Et ils vont faire tout simplement une logique qui est d'aller vers une plantation et un entretien d'une parcelle de forêt. Et donc, on est reparti là sur quelque chose qui est très lisible, très compréhensible par leurs membres, et en plus, qui va être un outil qui va pouvoir être le support de moments à vivre entre eux, puisqu'ils vont être associés au travail qui va être fait avec l'ONF. Donc, on peut mener des actions de ce type et on peut faire aussi de la sensibilisation. On a un projet avec Chamonix-Mont-Blanc qui va certainement débuter en juin. Et là aussi, il y a quelque chose autour d'un observatoire du climat, puisque Chamonix est un lieu atypique, mais qui vit de manière presque plus rapide que d'autres l'évolution climatologique et les effets qui en sont malheureusement sur leur réalité. Et donc là, il va y avoir quelque chose qui va être du domaine de la connaissance, du domaine de la sensibilisation. Toutes ces actions sont autorisées par la loi française qui est bien faite, qui fait simplement attention à ce que ces collectes soient réalisées auprès d'acteurs éclairés, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Et en plus, ces collectes sont permis et boostés par des dispositifs de défiscalisation très simples,
60% pour une entreprise et 66% pour un particulier. Donc, ça veut dire que quand vous donnez sur un projet qui vous tient à cœur, et notamment sur le mécénat de proximité, ce qu'on vient d'évoquer, tous ces acteurs de territoire qui lancent des projets, vous abondez à finalement une cause qui vous touche, que vous voyez, vous aurez un impact sur votre territoire, et ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Du coup, si tout se passe bien, on pourra lancer une opération comme ça avec tous les acteurs présents ici pour Green Horizon, peut-être. Voilà, alors, mais tout est possible. Honnêtement, là, c'est vrai que les grandes possibilités d'action, je les cite rapidement parce que vous allez vous y retrouver. L'éducation, le domaine scientifique et la connaissance, le social, le sport, les activités familiales, la culture, puisqu'eux, ils se sont beaucoup saisis de l'outil en mécénat. L'environnement, on vient d'en parler, et puis un petit peu plus loin, mais aussi très prégnant, tout ce qui est humanitaire, c'est-à-dire les causes de première réaction à un cataclysme. On a eu en Turquie un drame il y a un mois, donc ça c'est peut-être ce qui est le plus identifié pour les causes grand public. Mais quand on est dans une collecte auprès d'entreprises ou de touristes, eh ben, on est sur des causes qui sont plutôt de ce domaine-là. Donc, en effet, demain, peut-être sur votre territoire, peut-être avec Green Horizonté, il peut y avoir un travail à réaliser parce que c'est aussi dans le champ des possibles. On a des projets comme ça en connaissance et en sensibilisation qui nous sont présentés. Peut-être que ça peut se réaliser demain ensemble. Mais c'est une logique qui est très puissante. Et par exemple, le CRT Occitanie, qui était fondateur de notre fonds de dotation Essentiel, vient de créer, mais toujours avec Essentiel, vient de faire un fonds dédié et donc devient l'opérateur sur son territoire pour mener des opérations comme ça de mécénat de proximité. Donc, il y a à la fois l'envie d'en être sur la gouvernance, mais aussi d'avoir l'outil pour soi-même. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se multiplie. On a aujourd'hui une douzaine d'actions qui sont menées. Donc, je ne lance pas un appel, mais en effet, on peut prolonger sur cette thématique. Eh ben, c'est une belle perspective là-dessus. Alors, un petit appel à nos spectateurs. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire pour nos intervenants. Je vais peut-être démarrer une question aussi pour ouvrir le débat parce que là, on était avec vous, Jean-Marie, sur ces questions de tourisme bienveillant, aussi d'accessibilité, etc. C'est une question ouverte, mais comment on fait que le tourisme durable ne devienne pas aussi un tourisme élitiste d'une certaine manière parce que forcément, il peut y avoir des coûts supplémentaires. Le voyage, tout le monde n'a pas forcément les moyens de voyager avec des transports alternatifs, etc. Donc, c'est une question ouverte, peut-être à Caroline, Jean-Louis ou Jean-Marie. Caroline, peut-être. Oui, on en a parlé un peu en préparant ça. Effectivement, nous, notre but, c'est évidemment pas de faire du tourisme une activité d'élite. Ça a été de longue lutte qu'on a obtenu de pouvoir avoir le droit aux vacances pour tous, d'avoir les congés payés. Alors ça, c'était, si je reviens au cycle dernier. Donc, c'est important de pouvoir maintenir ça. Le tourisme, c'est un temps essentiel à l'équilibre individuel, à renouer des liens familiaux, des liens amicaux. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et nous, notre objectif, il est bien là, c'est de pouvoir embarquer l'ensemble des acteurs du tourisme et pas uniquement ceux qui auraient les moyens de mettre en place une forme de durabilité dans leur activité. Donc, je pense qu'il peut y avoir des coûts supplémentaires. Notre but, et vous parliez, Louise, de nouveaux récits au tout début de ce webinaire, c'est aussi de rendre désirables des choses qui sont plus simples aujourd'hui. Et on se rend compte que dans la plupart des études de tendance clientèle qui sortent ces temps-ci, on n'est pas sur des choses extraordinaires en termes d'activités souhaitées. On est sur de la simplicité, de la convivialité. Marine a beaucoup parlé des producteurs locaux. Il y a ce souhait de pouvoir consommer plus local, de pouvoir être aiguillé par nous, professionnels, pour consommer local. Donc, ce n'est pas des choses qui coûtent cher en soi. C'est des choses assez simples que les gens recherchent. Donc, à ce titre, on peut espérer que tout se maille bien, en fait, qu'il y ait une forme d'alignement des planètes là-dessus. Moi, ce qui me semble intéressant dans ce que j'ai entendu,
On a beaucoup parlé de la prise de conscience des professionnels et je pense qu'elle est réelle. Elle est assez générale, pas encore complète, mais très générale. Je pense que chacun s'est saisi aussi du fait que le gouvernement ait lancé le plan Destination France qui affiche une volonté de faire de la France la première destination de tourisme durable au monde. On ne sait pas trop encore sur quel indicateur, on y travaille, mais c'est une volonté nationale. Les professionnels s'en sont saisis parce que pour une fois, un plan est doté. On a un fonds tourisme durable qui accompagne les hébergeurs, les restaurateurs, tout type d'activités pour améliorer leur offre. Je pense qu'il y a un gros enjeu encore aujourd'hui, nous, en tant que professionnels responsables, de conscientiser et d'accompagner les visiteurs et les touristes dans leur transition. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Marine dans le fait de pouvoir leur faire expérimenter des choses nouvelles. Et je vois, parce que j'accompagne des hôteliers aussi dans ma région, là, en Pays de la Loire, on peut les accompagner sur comment on les fait consommer autrement, montrer qu'on peut faire des choses maison, et c'est pas forcément plus cher. Les faire expérimenter sur le temps de vacances. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser ce temps de vacances comme un temps d'expérimentation d'autres choses. C'est un temps qui est limité. Donc, on peut expérimenter une nouvelle façon de vivre, vivre plus simplement, utiliser des produits faits maison, etc. Et peut-être que les gens vont l'emmener chez eux pour leur vie quotidienne. Dans les quelques exemples que j'avais, on voit des hôteliers qui mettent des pommes de douche très économes dans leur douche. Ça permet aux clients d'essayer pendant 2 nuits une pomme de douche et peut-être se dire, tiens, ce serait intéressant que j'en mette une à la maison. Ou des produits d'hygiène en DIY. Moi, j'ai vu des chambres d'hôtes qui proposaient du dentifrice fait maison, etc. Et des gens qui disent, oui, tiens, je pourrais le faire chez moi aussi. Donc, il y a toute je pense que cette dimension-là d'accompagner, et Marine le disait très bien, que le rôle des professionnels a changé. Et je pense que c'est intéressant pour nous de se doter de cette mission de conscientiser d'une certaine manière. On n'est pas là pour prêcher, mais pour accompagner et montrer par des expérimentations qu'on peut faire différemment. Et je pense qu'on a encore pas mal de travail à mener sur cette prise de conscience des voyageurs. Et la dernière chose que je voulais dire, et je m'en excuse parce qu'il y a eu la question dans le chat, je voulais parler de Sailcoop. Quand on parlait de décarbonation, effectivement, je voulais parler de la coopérative Sailcoop qui propose une traversée à la voile pour aller en Corse. Alors oui, ça remplacera pas, ça ne pourra pas prendre tout le volume des avions d'aujourd'hui, mais je voulais mentionner cette initiative qui est intéressante tant par la décarbonation de son activité que par sa dimension de coopérative. Et vous faites bien parce que Sailcoop est partenaire du festival et de l'Office du tourisme Calvi-Balagne. Il y a une question pour Marine, et puis peut-être les autres pourront répondre. C'est aussi sur la question, on parlait de l'impact social tout à l'heure, de l'impact social sur les questions de l'emploi, de la saisonnalité, etc. Par rapport à vos équipes, comment est-ce que ces engagements environnementaux et comment vous les traduisez pour motiver vos équipes? Est-ce que c'est de la matière sur laquelle motiver et fidéliser une équipe et des emplois? Tout à fait. Alors, justement, donc j'ai vu ces questions. Donc, les bénéfices pour mes employés sont que déjà, on essaye de les impliquer au maximum dans ce travail de recherche, d'amélioration continue, parce qu'il faut tous les ans, en fait, on fait le bilan depuis donc 2018, on fait le bilan de nos indicateurs. Donc, on peut s'apercevoir si nous nous sommes améliorés ou pas. Donc, nous mettons après un plan d'action pour l'année qui vient dans les différents postes, que ce soit au petit déjeuner, à la réception, dans les étages. Et donc, on essaye aussi de faire en sorte que ça soit des choses réalisables. Donc, on consulte nos salariés pour justement, peut-être que eux vont avoir des idées ou vont pouvoir nous dire exactement si, en pratique, les choses peuvent se faire ou pas. Donc voilà, on essaye vraiment de les impliquer au maximum. On les forme aussi, donc ça pour, on va dire, sur leur CV, sur leur expérience, on va dire, dans l'entreprise, c'est un plus. S'ils veulent évoluer dans leur poste ou éventuellement aller vers un autre établissement ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'ils ont cet atout maintenant. Et également, ça permet voilà, qui se sentent, qui sentent vraiment qu'ils font partie prenante beaucoup plus concernés en fait.
D'accord. Voilà. Et c'est quelque chose que vous mettez en avant au quotidien, j'imagine, sur des… Oui, alors bien sûr, bon, on a une feuille de route, on va dire, en début de saison, et on essaye de se tenir à cette feuille de route et puis de faire régulièrement des points pour vérifier si ça fonctionne ou pas, et de prendre en compte voilà, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais en règle générale, c'est plutôt bien perçu et je n'ai pas eu de difficultés. Et puis, c'est des choses maintenant qu'ils mettent aussi en place chez eux, par exemple. Et voilà, je les sens concernés. Et bon, on essaye justement, voilà, on voit vraiment cette implication. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire dans nos groupes d'hôteliers, c'est que vraiment nos salariés puissent vraiment se sentir impliqués dans leurs établissements. C'est important, on fait partie d'une équipe, donc il faut vraiment qu'il y ait cet échange avec nos salariés. On a une autre question qui est arrivée dans le commentaire. Peut-être pour Jean-Louis, c'est sur la question des alternatives responsables aux OTA. Alors, j'ai regardé rapidement parce que je ne connais pas les acronymes, mais les OTA, du coup, c'est les agents commercialisateurs en ligne d'offres touristiques et d'hébergement. Donc, comment on pourrait promouvoir des alternatives responsables à des grandes plateformes, donc j'imagine qu'il parle de type Airbnb ou autre, pour aller vers du Gringo ou d'autres alternatives plus responsables, écologiques, etc. Déjà, en préalable, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le fait que les OTA sont irresponsables. Dans quel sens? Qu'elle soit un surcoût, comme tout intermédiaire, comme autrefois les TO, c'est certain. Maintenant, tout le monde les utilise. Et sur la question de l'irresponsabilité, il faut la qualifier précisément. Ça ne suffit pas de le dire comme ça. Je ne pense pas. Peut-être d'autres remarques sur nos autres intervenants sur ces questions d'OTA plus écologiques, responsables? Bon, ben simplement, moi, juste pour témoigner du fait que j'ai l'impression que la conscience des difficultés et du rôle actif qu'on doit tous mener en tant que professionnels, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose dont ils soient aussi étrangers. Hein. Ils commencent forcément à prendre la mesure d'eux. Alors après, ils ont des business models qui sont très spécifiques. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait qu'on n'est pas sur les mêmes plans d'engagement, puisque dans tous nos discours, il y a quand même une notion d'engagement. Sans être militant, il y a un engagement fort pour aller vers ces bonnes pratiques. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a des pas qui se font aussi chez les OTA. Et puis, sur Greenflow, là, puisque la question a été posée, enfin, moi, pour les connaître de loin, je pense que ce sont des professionnels qui sont des bons professionnels aussi, quoi. Donc, il y a multitude d'initiatives, mais voilà, il ne faut pas forcément opposer, mais être plus exigeant et voir si cette exigence, on la retrouve dans les solutions qui sont proposées, quoi. Alors, j'avais une autre question aussi qui est un peu globale. On parle de plus en plus de l'acceptabilité du tourisme par les populations qui habitent des territoires. Comment on fait en sorte que l'offre évolue dans un sens, on va dire, le plus équitable et le plus bienveillant possible pour les habitants? Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, beaucoup de pression, etc. Dans certaines villes, on voit des tags apparaître sur Tourist Go Home, etc. Et c'est des phénomènes aussi à prendre en compte. Qui veut répondre peut-être? Moi, je veux bien dire deux mots là-dessus. En fait, plus sous forme de constat, c'est que on voit dans les schémas dont parlait Jean-Louis Moretti tout à l'heure et partout en France, que la place des habitants, disons qu'on a le souci de l'habitant maintenant. Ce qu'on n'avait pas du tout avant, c'est qu'on intègre beaucoup plus la construction de la stratégie touristique avec des représentants des habitants, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ex nihilo et on prend en compte leurs intérêts. Moi, je travaille aussi sur des formations en écomobilité. On se rend compte que la mobilité impacte
doit impacter doublement les touristes positivement, doublement les touristes et les habitants. Quand on développe une mobilité touristique en écomobilité, ça doit bénéficier aux habitants aussi. Je pense qu'il y a beaucoup moins de... c'est plus perméable, en fait, aujourd'hui. Et encore plus dans le fait que dans la plupart des schémas qu'on peut voir passer, et c'est tout à fait logique avec cette idée de mettre le développement durable comme un fondement des stratégies, dans tous ces schémas, on a le développement de l'excursionnisme et du tourisme de proximité et d'axes de stratégie qui sont entièrement tournés vers les habitants même du territoire eux-mêmes. Donc, en fait, pour conclure, mon propos, en tout cas, c'est de dire qu'on construit beaucoup plus le tourisme avec et pour les habitants aujourd'hui que ce qu'on ne l'a fait auparavant. Si vous le permettez, puisque ça c'est une question qui relève des politiques publiques, l'acceptation sociale, ça fait partie de nos attributions, c'est une question qui est vaste. Comment se crée l'acceptation? La question a beau être vaste, la réponse elle est simple. Il faut que chacun, et c'est en partie ce que vient de dire Madame Million, il faut que chacun trouve son compte. Alors, par exemple, en matière d'aménagement qui est généralement à une initiative publique, hein, je parle des aménagements importants. Le bon aménagement, on se pose toujours la question de son partage. Un aménagement touristique, il est bon à partir du moment où il est partagé. Il ne peut pas être exclusif. Voilà. Ça c'est des choses simples. Ensuite, il y a le partage de la richesse. Là, on rentre dans le moins simple. Pourquoi? Parce que ce partage, il renvoie à pas mal de choses, mais entre autres à la précarité de l'emploi. Le tourisme, par essence, est saisonnier. Ça a été évoqué, c'est toujours évoqué. De toute façon, lorsqu'on parle du tourisme, c'est une activité économique à caractère saisonnier. Donc, qui a tendance à précariser. Pour faire simple, il y a plus de CDD que de CDI dans ce domaine-là. Voilà. Donc, si vous arrivez à CDiser des CDD, vous allez dans le sens d'une acceptabilité plus forte. C'est évident. Mais une fois qu'on l'a dit, c'est pas simple non plus. Bon, on le sait tous. Et ensuite, je terminerai avec, c'est pas une pirouette, hein, mais je reviens à la question des OTA. Il faut aussi penser que les OTA, n'en déplaise, ont été la possibilité pour les populations locales de louer des biens, c'est-à-dire de partager la richesse. Ça produit des dérives qui ne sont pas le fait des personnes, des individus qui ont un petit bien, qui le louent et qui ont un petit revenu. Généralement, ils sont le fait de dérives immobilières, et notamment de promotion immobilière. Voilà. Merci Jean-Louis. Jean-Marie ou Marine, une réaction sur cette question de l'acceptabilité du tourisme? Moi, je peux en dire un mot, c'est simplement, juste pour essayer de compléter, c'est le sens aussi des activités touristiques, des micro-expériences, de tout ce qui peut se partager, des consommations en effet en circuit court. Tout ça, c'est de nature quand même à faire en sorte que les territoires et les acteurs de ces territoires ils soient de facto engagés dans la consommation touristique et du coup qu'ils puissent être bénéficiaires d'une partie des retombées économiques de cette activité. Et nous, à l'inverse, des fois, on a par exemple une activité comme les croisières fluviales qui sont pilotées par des structures qui peuvent être extra françaises et ils achètent tous les produits qui vont être consommés sur une semaine ou 10 jours de croisière en amont, pas du tout sur le territoire. Il y a pas énormément de rencontres. Donc là, il y a des activités, et je ne les pointe pas du doigt, mais il y a des activités qui se prêtent plus ou moins à cet échange, à cette rencontre, et aussi à cette capacité à faire que la richesse créée soit partagée ou relativement partagée. Merci. Marine, est-ce que vous voulez réagir sur ça? Je suis d'accord, bien sûr, avec ce qui a été dit, vu que, comme je disais précédemment, le client qui va arriver dans notre établissement veut lui faire vivre une expérience. Donc, rencontrer les
les acteurs du territoire, donc, et lui faire découvrir des nouvelles choses. Donc oui, bien sûr que, on va dire, on est le lien, enfin l'hôtelier maintenant, enfin tel que je le vois, va être le lien entre le touriste qui va arriver et justement les habitants du territoire. Après, voilà, tout le monde peut en bénéficier, effectivement. Merci pour ces échanges. Alors, il y a une question qui a été répondue dans le chat, mais du coup, je la partage à tous les spectateurs. C'était sur les labels et certifications qui permettent aux agents locaux, hors hôteliers, de se prévaloir d'une démarche de développement durable. Et Caroline, donc, vous avez répondu voilà, sur les agences réceptives. Donc, deux choses qui existent, le tourisme équitable par l'ATES et puis agir pour un tourisme responsable qui, j'imagine, font des labels et démarches pour améliorer la durabilité de ce qui n'est pas l'hôtellerie, en fait, pour le reste. Oui, tout à fait. Et j'en profite pour vous dire justement ce guide des labels et certifications qu'ATD a créé avec ADN Tourisme, avec les territoires l'année dernière. Il y aura un tome 2 qui sortira début juin cette année. On avait étudié une trentaine de démarches l'année dernière, analysées au prisme des objectifs de développement durable, une trentaine de démarches, tous métiers confondus. Alors bien sûr, plus l'hébergement parce qu'il y en a plus. Et beaucoup, évidemment, l'écolabel européen, la clé verte notamment. Et cette année, on aura une vingtaine de démarches nouvelles qui seront analysées au prisme de ces objectifs de développement durable, toujours avec ADN Tourisme, et qui sortira au moment de la journée mondiale du tourisme responsable début juin. OK. Et je rappelle, Caroline, que vous êtes aussi à la tête d'un écolieu qui s'appelle Ecoterra. On n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais qui est près d'Angers parce que vous n'êtes pas simplement impliqué associativement, vous faites d'une certaine manière. J'ai les mains, oui, je suis sur le terrain. C'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ce que disait Marine, puisque je développe on va appeler ça un écolieu touristique ou une ferme écotouristique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais effectivement de l'accueil avec la transition écologique comme fil conducteur dans le lieu qu'on met en place en Anjou. Est-ce que vous voulez partager une actualité avant de clôturer ce webinaire sur voilà, l'activité de vos structures? Je ne sais pas, Jean-Louis, Jean-Marie, Marine. Non, simplement pour rebondir sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'était simplement de témoigner du fait que les structures qui portent des projets peuvent être de toute nature. Et le dernier en date, c'est Incerté, c'est très gros, mais on avait aussi une association à Bourg-les-Valences qui s'occupe de démocratiser l'accès à l'image 3D sur une sorte de campus touristique. Donc, il y a une raison d'être des projets qui peut être portés par des acteurs très différents. Ce qui compte, c'est l'engagement, un peu comme finalement fil conducteur aussi de nos échanges, j'ai l'impression. Je me suis permise de mettre dans le chat aussi les dates, parce que je ne les avais pas tout à l'heure. Les dates, s'il y en a que ça intéresse, de participer aux universités du tourisme durable. En plus, c'est dans la région de Jean-Marie. Et c'est finalement probablement le plus près de la Corse qu'on ait pu avoir quasiment. C'est Aix-les-Bains. Donc, c'est les 21 et 22 septembre prochains. Voilà, donc vous pourrez vous inscrire, je pense, à partir de mai-juin. Ce sera ouvert les inscriptions, si vous souhaitez participer. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été à mes côtés pour ce webinaire. Je remercie aussi les spectateurs qui étaient avec nous en ligne et qui ont posé beaucoup de questions et beaucoup de commentaires. Je rappelle les dates du festival Green Horizon qui aura lieu du 20 au 22 octobre 2023 à Calvi-Palagne. Vous pouvez suivre toutes les infos sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et puis sur le site internet greenhorizon.corsica. Les webinaires, c'est pas fini, ça continue, donc avec une date tous les mois. Et le prochain webinaire aura lieu le 11 mai et on va s'intéresser aux artisans qui réinventent nos territoires. Voilà, comme un écho à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur notre engagement pour un tourisme plus durable, plus vertueux et pourquoi pas régénératif. Eh ben, on verra avec différents invités un peu sur ce même format.
comment les gens s'engagent au plus près des paysages et des territoires. Et nous aurons la question de l'énergie en Corse au mois de juin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci. Merci.